Et solver, ça veut dire dissoudre, c'est-à-dire dissoudre tous les systèmes sociaux traditionnels existants, notamment les hiérarchies, notamment les cloisonnements. Et là, on est dans un système qui nie à la fois les hiérarchies et les cloisonnements, c'est-à-dire que des journalistes peuvent copiner avec des ministres, des journalistes qui sont des journalistes comment dire, de la télévision de tous les Français, peuvent copiner avec des ministres qui ne sont pas les ministres de tous les Français, mais qui sont des ministres communistes. C'est-à-dire, ce système-là ne peut passer que par la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie a le moyen de nier absolument toutes les différences, de nier toutes les catégories, de nier tous les cloisonnements, pour ne garder que les différences, les catégories, les cloisonnements entre ceux qui appartiennent à la société de connivence et ceux qui en sont exclus. C'est pour ça que le système ne peut pas accepter de gens qui sont des contestataires des fondements du système et qui mettent une considération au-dessus de la considération de l'intérêt du groupe. Alors, il est évident que dans un système politique, le système politique est orienté soit vers la défense des intérêts de la nation, soit vers la défense des intérêts d'un groupe à l'intérieur de la nation. Les mouvements nationaux, comme leur nom l'indique, sont orientés vers la défense des intérêts de la nation, et les mouvements antinationaux sont orientés vers la défense des intérêts de groupe à l'intérieur de la nation. Et ces intérêts ne peuvent être défendus que contre les intérêts de la nation. Ça, c'est tout à fait clair. Et tout fonctionne comme ça. En ce moment, toutes les affaires, sans exception, qui secouent le régime, sont des affaires d'origine maçonnique. L'affaire Dumas, c'est une affaire d'origine maçonnique. Le Crédit Lyonnais n'a pu se produire que parce que tous les dirigeants du Crédit Lyonnais, ou la quasi-totalité des dirigeants du Crédit Lyonnais appartenaient à la maçonnerie. Toutes les affaires des 10 dernières années sont passées par deux ateliers maçonniques qui s'appellent la loge Victor Schœlcher, et puis une autre dont le nom échappe pour l'instant, mais ça me reviendra sans doute, qui étaient des loges à l'intérieur desquelles on passait des contrats. On discutait des affaires qu'on allait faire, qui allait toucher, qui allait servir d'intermédiaire, comment on allait répartir le fric, comment on allait le faire circuler, etc. Et avec des choses très très élémentaires, c'est-à-dire que quand par exemple on voulait faire circuler de l'argent liquide, eh bien pour passer une frontière, on avait un frère douanier, pas douanier, pas le gablou avec les grosses moustaches, un des patrons de la douane qui disait voilà, vous allez passer à tel endroit, tel jour, à telle heure, et je prends les dispositions pour que ça passe. Et là, le fric circule et jamais ils sont arrêtés. Donc, très vite, à partir d'une conception assez banale de l'entraide fraternelle, comme il dit, on arrive à l'organisation d'une véritable mafia. Et cette mafia, elle est fondée sur, comme toutes les mafias, sur le fric. Alors, cela dit, cette mafia, elle connaît tous les problèmes que connaissent les autres mafias, notamment les guerres entre familles. Et dans la franc-maçonnerie, vous avez des familles qui sont la Grande Loge, le Grand Orient de France, et ces familles, elles se font la guerre entre elles. Elles se font la guerre parce que le pouvoir que représentent les loges, c'est un pouvoir qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc des sommes considérables qui transitent par les réseaux maçonniques. Et naturellement, ce sont les réseaux, ce sont les obédiences qui contrôlent les réseaux, qui tirent le principal bénéfice de ces circulations. Je vais prendre un exemple. Quand la maçonnerie a été réautorisée au Portugal, après la chute du gouvernement Salazar et des successeurs de Salazar. Il y a eu un grand débat, enfin, pas un grand débat, il y a eu une bagarre entre les obédiences pour savoir qui allait prendre le contrôle de la maçonnerie portugaise. Parce que les loges maçonniques ne peuvent être créées que si elles ont ce qu'on appelle des lettres patentes qui sont attribuées par des obédiences maçonniques déjà existantes. Or, il faut savoir que dans le monde à l'heure actuelle, il y a deux grands systèmes. Il y a le système de la Grande Loge Unie d'Angleterre qui contrôle la quasi-totalité des loges dans les pays anglo-saxons. Et puis il y a le système du Grand Orient qui est séparé de la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est considéré par la Grande Loge Unie d'Angleterre comme une obédience irrégulière et qui contrôle
beaucoup de loges dans les pays méditerranéens, dans les pays arabes et dans les pays d'Amérique du Sud. Donc ces gens-là sont déjà en concurrence. Et à l'intérieur des obédiences du Grand Orient, il y a une dissidence du Grand Orient qui s'appelle la Grande Loge de France, qui elle est également en guerre contre le Grand Orient. Et puis en France, vous avez la Grande Loge nationale française, qui elle dépend de la Grande Loge unie d'Angleterre, et qui est donc en guerre contre le Grand Orient et la Grande Loge de France, au nom de la Grande Loge unie d'Angleterre, mais qui n'est pas totalement au service de la Grande Loge unie d'Angleterre, parce que quand même, ils veulent garder un peu de fric pour eux. C'est-à-dire que quand il y a une affaire qui se déroule en France, il y a au moins, enfin, qui concerne les Français. Par exemple, je reviens à l'exemple de tout à l'heure, la prise de contrôle de la franc-maçonnerie renaissante au Portugal. Ou maintenant, d'ailleurs, la prise de contrôle des francs-maçonneries renaissantes dans les pays de l'Est. Ce qui représente des milliards. Pas du tout comme on pense, parce que le bon Clampin de Bade va donner sa capitation, c'est 200 francs ou 500 francs ou 4000 francs par an pour être franc-maçon. Ça, c'est peanuts. Mais c'est uniquement parce que c'est eux qui détiennent les clés des réseaux de circulation du gros fric. Et ils pompent au passage. Donc cet argent-là, il faut en avoir le contrôle. Pour avoir le contrôle de l'argent, il faut le contrôle des réseaux. Et pour avoir le contrôle des réseaux, il faut avoir le contrôle des obédiences. Donc les différentes obédiences françaises, enfin françaises, européennes en tout cas, Grande Loge unie d'Angleterre, Grande Loge de France, Grand Orient de France, se font une guerre à mort pour le contrôle des réseaux. Et quand je dis à mort, je dis bien à mort. Le grand maître de du Grand Orient de France, qui est mort dans un accident d'avion il y a quelques années, Barouin, il a été assassiné parce qu'il était en train, il y avait une guerre qui était en train de se dérouler entre deux obédiences pour le contrôle de la franc-maçonnerie au Gabon. Parce que Bongo, un personnage tout à fait sympathique et particulier, il est à la fois catholique et musulman, et il est à la fois au Grand Orient et à la Grande Loge de France. Et accessoirement, il est à la Grande Loge nationale française. Alors, chaque fois qu'il se présente quelque part, on est mon frère, on est content de se voir, et tout, mais personne ne peut lui dire, personne n'ose lui dire, Président, vous ne pouvez pas être à la fois ici et là, c'est pas ce qu'il faut le dire. Il y a trop de fric, donc on le laisse entrer. Mais après, les gens essayent de prendre le contrôle. Et ils s'entretuent pour ça. Et Baron est mort de ça. Et quand j'étais à la Grande Loge nationale française, il y avait une guerre qui était en cours, justement à l'époque. On était assez content. Il espérait qu'en tant que journaliste, je lui serais utile et tout. Moyennant quoi, il s'est trompé d'ailleurs. Mais donc il essayait de m'avoir à la bonne, il me faisait des confidences. Il m'avait dit, cette affaire, c'est un truc extrêmement dur, c'est très dangereux, parce qu'en face, ils sont prêts à tout, ils seraient capables de nous flinguer, tellement ils veulent cette affaire. Donc, il y a réellement une guerre maçonnique qui existe entre les obédiences pour le contrôle des réseaux de circulation de l'argent et des affaires. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre notamment le fait que certaines affaires sont venues à la lumière alors qu'elles auraient dû rester étouffées. Par exemple, l'affaire de l'Arc, normalement, est une histoire qui n'aurait jamais dû monter la surface. C'est monté à la surface parce qu'il y a des gens qui ont prouvé qu'ils n'avaient pas trotté assez. Et que donc, il fallait balancer ceux qui avaient trop trotté. Et ils ont commencé à parler. Mais, dans l'affaire de l'Arc, les sommes en jeu étaient tellement colossales et les redistributions étaient tellement nombreuses que normalement, ça n'aurait jamais dû éclater. Personne n'avait intérêt à ce que ça fasse. Et c'est pour ça que cette affaire met autant de temps à bouger. Avant-hier, on a remis en prison M. Michel Simon, qui est un des opérateurs de l'affaire. Mais en réalité, depuis le temps que ça dure, ça fait longtemps que Rosemary aurait dû être condamné à plusieurs années de prison ferme et à finir en prison. Or, c'est pas encore le cas. Parce que les réseaux continuent à faire pression pour le protéger. De même, dans l'affaire du sang contaminé, tous les responsables de l'affaire du sang contaminé, à commencer par Garetta, étaient des francs-maçons de haut grade. Et là, non seulement ils se sont protégés,
C'était fabuleux. Si vous regardez l'affaire du sang contaminé, dès que l'affaire a éclaté, tous les responsables ont commencé à toucher la Légion d'honneur. Avant même qu'on en parle, on commençait à leur refiler la Légion d'honneur, qui était une espèce de viatique. On disait, bah là, et le premier qu'il a lu, c'est Garetta. Garetta était déjà sur le point d'être inculpé pour son rôle dans l'affaire du sang contaminé. Je rappelle que son rôle dans l'affaire du sang contaminé, c'était pas seulement de fermer les yeux sur certaines choses, c'était de monter un circuit qui lui a permis de gagner des milliards et de distribuer des milliards à des gens en bloquant la mise en place d'un système de contrôle du sang transfusionnel. C'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il allait condamner des gens à mort. Eh bien, le système entier s'est mobilisé pour couvrir Garetta. Dans l'affaire du Crédit Lyonnais, qui est une affaire qui est entièrement Grand Orient, c'est la même chose. Dans l'affaire des mutuelles, pour l'instant le nom ne revient pas, les mutuelles de fonctionnaires, la GMF, où il y a eu des milliards de francs actuels qui ont été dilapidés dans des opérations bidons de villages de tourisme ou de résidences de tourisme dans les Antilles, des trucs qui n'ont jamais été construits. On a payé des études, l'argent est parti, on a payé des entrepreneurs, ils n'ont jamais posé une brique sur deux briques l'une sur l'autre. Tout ça, c'est des formations, sans aucune exception. Ce sont des réseaux maçonniques. Donc, il faut que les choses soient bien claires. La maçonnerie, aujourd'hui, est devenue exclusivement, sauf en ce qui concerne les braves gars de la base qui n'ont absolument rien compris au film, est devenue exclusivement une couverture mafieuse. Et c'est dans la maçonnerie qu'on va chercher les dirigeants des entreprises, pas parce qu'ils ont des qualités, mais parce que on est sûr qu'ils respecteront l'omerta, la loi du signe. Alors, tout ça est enveloppé d'un brouillard symbolique où on vous raconte qu'il y a des gestes, qu'il y a des décodes. C'est vrai, mais je peux vous assurer que tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse absolument personne. Il y a quelques petits ateliers qui font, comme je vous le disais tout à l'heure, la loge Hérondine Fausse, qui continue à faire des travaux parce qu'il faut bien occuper quelques membres de l'association à des sujets intellectuels, mais dans l'ensemble, c'est pas du tout l'objectif de l'association ou du groupe. L'objectif de l'association du groupe, c'est vraiment de faire un système, de construire une usine à gaz, comme on dit, dont l'objectif est de pomper du feu. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus avoir un gouvernement sans qu'il y ait des maçons, mais à la limite, il pourrait s'en passer. Parce que la franc-maçonnerie a fini par mettre en place un système de contrôle de l'administration qui fait que les ministres sont sans pouvoir. Et que ce sont les cabinets ministériels et surtout les directions administratives qui exercent la réalité des pouvoirs en France. Et j'en ai eu un exemple à l'époque où Dominati était ministre, était secrétaire d'État au rapatrié. Et on avait une amie qui était une famille d'amis, qui était des juifs rapatriés d'Algérie, qui essayait depuis des années d'obtenir l'indemnisation qui leur avait pas été versée. Quand Dominati a été nommé secrétaire d'État au rapatrié, ses amis sont venus nous voir en disant « Mais vous connaissez bien Dominati ?» Oui, on connaît très bien, c'est un ami, c'est des amis. Bon. Et alors il est secrétaire d'État, est-ce que vous ne pourriez pas lui demander s'il ne peut pas faire quelque chose pour notre dossier? Donc je suis allé voir Dominati, j'ai dit « Est-ce que tu peux faire ça? Bon, on a des amis qui sont des rapatriés, qui sont des juifs très sympas, etc. Est-ce que tu ne peux pas arranger leur simplement, c'est de l'argent qu'on leur doit, des indemnités des indemnisations qu'on leur doit, est-ce que tu peux faire le nécessaire pour que ça soit payé? » Alors il m'a dit « Je vais voir ce que je peux faire. » Et puis ils ont été payés assez rapidement. Et alors je suis allé remercier Dominati, et il m'a dit « Écoute, franchement, je ne suis pas pour grand-chose, parce que voilà ce que j'ai été obligé de faire. Moi, j'ai essayé de pousser mon dossier, il n'y avait rien à faire pour faire pousser le dossier, simplement le lapin de corridor, c'est-à-dire l'huissier à chaîne qui est devant mon bureau, est franc-mac, et il est le vénérable de la loge à laquelle appartient le type qui s'occupe des dossiers d'indemnité. Donc, comme il est corse,
Je lui ai dit, voir, tu peux pas t'arranger pour essayer d'arranger cette affaire. Alors il m'a dit, monsieur le ministre, avec plaisir. Et il a allé voir son copain, il lui a dit, tiens, le dossier Elbaz, il est en dessous de la pile, tu le prends et tu le mets au-dessus de la pile. Alors le mec a fait ça, tac, et nos amis ont touché 700 000 francs d'indemnisation. Voilà comment fonctionne la société politique actuelle. C'est-à-dire, c'est un lapin de corridor qui intervient auprès d'un directeur d'administration comptable pour faire passer un truc qu'un ministre ne peut pas obtenir. Alors, et ça passe par les circuits, les réseaux, c'est-à-dire le réseau corse plus le réseau maçonnique. Alors ça, c'est la bombe atomique. Je suis corse. Mais, ça veut dire que quand vous êtes en face d'un ministre, voire d'un président de la République, qui vous dit, comme votre grand bonnet, on va moderniser la politique française, et à se taper derrière contre la suspension, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont aucun moyen de contrôler le système. Le système, il est entièrement entre les mains de réseaux qui sont les inspecteurs des finances, les inspecteurs, enfin, les ingénieurs de l'équipement, et des réseaux qui sont contrôlés, manipulés par la franc-maçonnerie, tout ça étant largement saupoudré de considérations ethno-régionalistes, essentiellement, si vous êtes auvergnat ou corse, vous avez des chances que vous êtes breton, vous l'arrêtez tout de suite. Hein. Là, vous êtes foutu d'avance. Mais si vous êtes corse ou auvergnat, vous avez des chances de vous en tirer, à condition, bien entendu, d'être franc-maçon. Tout le système français fonctionne comme ça. Le drame, c'est que c'est pas explicable aux Français. Parce que les francs-maçons ont mis au point, il y a très très longtemps, une méthode que j'ai appelée la méthode Léo Taxil, et qui est la suivante. Léo Taxil est un type qui, il y a 100 ans exactement, est allé voir les journalistes de la Croix, et leur a dit, voilà, moi je suis un franc-maçon repenti, et je viens vous raconter ce qui s'est... Alors la Croix, à l'époque, je ne sais pas ce que c'est, pas ce qui se passe. C'est véritablement un journal catholique. Et je suis prêt à vous dire ce qui se passe en loge. Donc les journalistes ont reçu, le type a sorti tous ses papiers, ses passeports maçonniques, etc., etc. Et il a commencé à raconter. Alors, nos bons curés de la Croix, ils avaient les cheveux tout droits sur la tête. C'était une épouvante absolue. Dans les loges, il se passait des messes noires, on égorgeait des enfants, on faisait apparaître le diable, il y avait des succubes, des incubes, des procubes, tout ce qu'on peut imaginer en cube, etc. L'horreur totale. Et pendant des semaines et des mois, la Croix a publié les confidences de Léo Taxil, les aveux. Alors il y avait des conférences partout en France, il y avait 3000 personnes qui venaient assister aux conférences de Léo Taxil. Il y avait des gens qui ont demandé l'interdiction de la franc-maçonnerie. Je vous rappelle que c'était au moment où, c'était donc il y a 100 ans, c'était l'affaire des fiches, c'était le moment où la franc-maçonnerie prenait le pouvoir politique, c'était la préparation du petit Percombe, de la séparation de l'Église et de l'État, etc. Donc il y avait une confrontation très 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 violente entre la France catholique et la France maçonnique. C'était dur. Et là, la France catholique s'était dit, bon Dieu, on les tire au colère, on ne va pas les lâcher, parce que là on a des preuves que ces gens-là sont des suppôts de Satan. Et ça a duré pendant, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans, je me souviens plus exactement. Et au bout de cette période, M. Taxil a réuni, alors là, la grande conférence à Paris, grand truc, avec tout plein de monde et tout, et puis il est monté à la télé, il a dit, bon, alors maintenant je vais vous dire la vérité, tout ça c'est du pipeau, c'est pas vrai, ces abrutis, je les ai trompés, c'est fabriqué en vraiment, les documents sont faux, tout est bidon, etc. Alors c'était épouvant, parce que la Croix était ridiculisée, les milieux catholiques étaient complètement le nez dans la lumière, ne savaient même plus comment ils s'appelaient, plus personne n'osait rien dire des francs-maçons. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que quelqu'un a dit « Ah mais ça c'est une combine maçonnique », quelqu'un lui dit « Ouais, tu nous fais le coup de Léo Taxil, alors lâche-nous un peu ». Et ça a été fini. À partir de ce moment-là, plus personne n'a pu rien dire contre la franc-maçonnerie sans qu'on lui balance à la figure qu'il était le nouveau Léo Taxil, qu'il reprenait les accusations de Léo Taxil, etc. Donc ils ont monté une opération qui était formidable et qui marche encore aujourd'hui. Quand vous dites aux Français, ça c'est un coup maçonnique, les gens disent, et complot, qu'est-ce que tu nous racontes avec les complots, hein? L'obsession du complot, la théorie du complot. Et ça, c'est même plus la peine de parler, parce que les gens vous disent, ouais, c'est encore des histoires de complot. Eh bien oui, il y a un complot. Je vous dis, c'est comme ça, il est réel. On peut passer pour un fou en le disant, mais moi je préfère passer pour un fou et dire ce que je sais plutôt que passer pour un type intelligent en me taisant.